Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookinade, je suis presque à l'heure pour le point lecture du mois. On démarre tout de suite ce point lecture avec la fin d'une trilogie et vous l'avez vu certainement beaucoup passer, c'est la trilogie d'Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes qui a été publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Le dernier tome est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a un mois ou deux. Et pour lire la fin de cette série du coup j'ai fait une relecture du tome 1 et ensuite j'ai enchaîné sur le tome 2 et le tome 3. Avant de rentrer sur mon avis sur toute la série, je vais vous faire le résumé du coup du tome 1 si jamais, au grand jamais, vous ne l'avez pas encore vu passer. Avery Grounds est une lycéenne sans sous qui rêve de pouvoir faire carrière et du coup de rentrer dans une université, sauf que manque de sous, son rêve semble un peu compliqué, mais sa vie va basculer lorsqu'elle va recevoir l'héritage de Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire. Mais ce Tobias en question, elle ne le connaît pas, vraiment un inconnu, et elle hérite, je crois, presque de 90% de sa fortune. Tobias Hawthorne a de la famille, il a des petits-fils, vraiment il n'est pas du tout, enfin il n'était pas du tout seul, il y était entouré et pourtant c'est à une étrangère qui lui a légué la plus grande partie de sa fortune. Forcément l'argent tombe à pic pour qu'elle puisse rentrer dans l'université de ses rêves, sauf que du coup il y a une contrepartie pour qu'elle puisse accéder à cet héritage, elle va devoir vivre un an dans la maison du coup de ce monsieur avec ses petits-fils, avec la maman, avec d'autres personnes qu'elle ne connaît pas, enfin bref elle ne connaît personne de toute façon. Et forcément quand il y a une inconnue qui arrive chez toi à ton domicile, qui va vivre là-bas, la famille n'a pas vraiment été mis au courant des intentions de monsieur Tobias Hawthorne, bah oui, il y a quelques frustrations, ça peut se comprendre. Et Avery veut aussi comprendre pourquoi elle, inconnue au bataillon, a en héritage cette fortune immense. Fortune et propriété et entreprise, bien sûr. Du coup j'ai fait une relecture du tome 1 puisque sur cette trilogie on va avoir une trame principale qui est que Avery va essayer de comprendre le pourquoi du comment elle est l'héritière et puis on va avoir aussi une série d'énigmes qui vont venir ponctuer comme ça chacun des tomes. Le premier tome est quand même vachement centré sur Avery, on la rencontre, on rencontre un petit peu les Hawthorne, le quelques débuts de plusieurs énigmes parce que on a deux principales quand même dans le roman, mais pour moi il y en avait d'autres qui sont comme sous-jacentes et qui vont arriver plus tard dans les autres tomes. C'est un livre qui se lit extrêmement vite, c'est des chapitres assez courts, si vous êtes fan des chapitres courts, vous le dévorez assez vite. Et d'ailleurs je vous conseille si vous voulez démarrer cette série d'essayer de vous procurer les 3 tomes parce que je trouve que l'histoire est mieux si on peut savourer vraiment les 3 tomes d'affilée parce que je pense que le tome 1 on peut rester un peu sur sa fin. Pareil pour le tome 2, je pense que j'étais très contente d'avoir eu le tome 3 qui était sorti direct après pour pouvoir enchaîner parce que je pense que si j'aurais dû attendre un an, c'est pas dit que j'aurais fini la série aussi vite ou que je l'aurais fini tout court. Mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié le tome 1. Ce que je veux dire c'est que malgré le jeu d'énigmes qui est assez présent, on a quand même un triangle amoureux qui s'installe et à certains moments ça peut prendre un petit peu le pas. Dans le tome 1 je trouve que c'était un petit peu trop présent à mon goût, dans le tome 2 c'était un peu plus léger et dans le tome 3 c'est bon, j'étais vaccinée. Et aussi ce que j'aimais bien c'est que vraiment j'ai l'impression que l'autrice a fait en sorte de laisser une place au lecteur à part entière pour pouvoir mener sa propre énigme. C'est comme quand si les personnages posaient certaines questions à un moment en mode pourquoi ce tableau est là, avant il n'était pas là, pourquoi telle écriture dans le testament alors que je sais pas avant il y avait tel type d'écriture, ça nous laisse le temps aussi de pouvoir réfléchir et de mener aussi notre enquête soit avec, soit en même temps avec les personnages et ça c'est vachement agréable. Enfin ça laisse le temps à la réflexion je trouve. Par contre il faut aimer les micmacs familiaux parce que alors là on a du drama, on a des feux de l'amour, vraiment genre des fois j'étais en mode j'avais l'impression de lire Andromaque, je sais mais qu'est-ce que... Attends mais lui, il vient d'où déjà Et lui c'est la sœur de qui Ah marque-page tiens, je t'avais perdu toi. Donc comme je dis dans le tome 2, on est vachement centré sur Avery et c'est pour ça que je pense que heureusement que j'ai pu lire vite la suite parce que peut-être que je me serais vite lassée d'avoir un seul personnage où on suit l'histoire. Enfin, on a quand même la fameuse famille des Hawthorne qui... Enfin, ils sont vachement nombreux, donc y a pas de quoi s'ennuyer. Mais dans le tome 2, par exemple, je trouve que c'était vachement un petit peu plus tourné vers les héritiers, donc les petits-fils, ils sont 4. Et dans le tome 3, je trouve qu'on est beaucoup plus centré sur les énigmes, et c'est juste hyper bien. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que même s'il y avait quand même pas mal d'éléments de description psychologique, je trouvais qu'il y avait quand même une belle part de description sur la maison des Hawthorne, et qui elle-même est une énigme énorme et ça fait un petit peu, vous savez, comme les châteaux dans l'ancien temps où on a des escaliers à la dérobée, où on a des pièces secrètes, on doit essayer de reconstituer comment ça a pu être construit au départ, comment ça l'est maintenant, qu'il y a eu des rénovations et monsieur Tobias Hawthorne avait un malin plaisir à chaque fois de modifier sa maison, donc il y a plein de parties qu'on découvre au fur et à mesure et je crois que c'était le plus captivant pour moi, c'était un petit peu cette maison un peu magique, un peu farfelue qui du coup donnait naissance à chaque fois à de nouvelles énigmes. Et vraiment cette maison,
c'était un espèce de labyrinthe qui était hyper intéressant et je pense que sans ce lieu principal où se passe l'histoire, ça aurait pas été la même. Évidemment, j'ai encore misé sur le mauvais cheval, hein, ça c'est toujours... C'est toujours ce qui se passe pour moi. À mon avis, ceux qui ont lu la série vont savoir de quoi je parle, mais je suis encore un peu frustrée. Mais vraiment, c'est le genre de trilogie, entre guillemets, sans prise de tête, mais qui fait vachement du bien à lire. Et c'est vrai que en termes de livres contemporains où il y a autant d'énigmes, j'en ai pas tant que ça dans mes bibliothèques, donc j'étais vachement contente que PKJ ait publié cette série. Maintenant, on passe à une autre autrice, mais à une autre sorte d'énigme, puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram, donc vous ne le savez pas, mais j'ai lu Verity de Colleen Hoover, donc ça a été publié aux éditions Hugo dans leur collection thriller, ils en ont pas tant que ça d'ailleurs. Et alors, mais cette claque, ce retournement de situation, au début j'étais très sceptique, j'étais vraiment très dubitative. En même temps j'en attendais beaucoup et une fois que j'étais rentrée dedans, j'étais un peu en mode je sais pas si j'apprécie vraiment ce que je suis en train de lire. Et puis au plus j'avançais, au plus vraiment ce truc d'avoir une antagoniste dans l'histoire m'a vraiment séduite. Ici on va suivre Verity Crawford qui est une autrice qui a vraiment beaucoup de succès. Ses livres se vendent extrêmement bien, il n'y a pas de souci à se faire. Elle a sa petite maison dans le Vermont, elle a son petit mari Jérémy, ses enfants, bref vraiment elle a un schéma de vie assez idéal et classique entre guillemets, jusqu'au jour où il va y avoir un accident qui va l'empêcher de pouvoir continuer à écrire ses livres et qui va l'emprisonner dans sa maison puisqu'elle ne peut plus se déplacer ou même penser ou réfléchir comme elle pouvait le faire autrefois. Et c'est à ce moment-là que va rentrer dans sa vie malgré elle Lowen, qui elle aussi est une autrice mais qui a eu beaucoup moins de succès qu'elle, qui fait ses ventes, c'est assez modeste mais c'est pas non plus florissant quoi. Et donc Lowen va être embauchée par nul autre que le mari de Verity, donc Jérémy, pour pouvoir finir les livres en cours de Verity et donner la fin mot à certaines séries que les lecteurs de Verity attendent. Lowen, qui connaît très bien le succès de Verity, va accepter tout de suite et donc va débarquer dans cette maison, va y vivre et va reprendre les papiers de Verity pour reprendre ses écrits, etc. Elle va tomber sur un manuscrit qui est un peu plus différent des autres puisque ça semble être une autobiographie de Verity. Et au fur et à mesure qu'elle va parcourir les pages, elle va découvrir un récit glaçant sur sa vie, très dérangeant, très... Vraiment ça te met des hauts le cœur. Et vraiment on y dépeint là-dedans une Verity épouvantable, inhumaine, un monstre. Et elle va y lire des crimes qu'elle n'était pas prête, surtout pour une autrice comme elle. Et donc très vite, la petite Lowen va se sentir un petit peu dépassée et menacée de vivre sous le même toit que Verity. Mais il n'y en a pas qu'une qui va se sentir menacée puisque Verity va avoir l'impression qu'on lui pique sa place. Et j'aurais dû me méfier hein, parce que le titre est hyper évocateur, le prénom de Verity n'est pas choisi non plus sans réflexion et pour moi il prend vraiment tout son sens à la dernière page. Déjà avant de continuer sur mon avis, vous êtes team manuscrit ou team lettre. Moi je vous avoue que j'étais team lettre et ce roman m'a déstabilisée et je crois que avec ce livre j'ai pu comprendre un peu ce que les fans de thriller, de polar pouvaient ressentir, vraiment ce côté très dérangeant, un peu divertissant qui sort complètement de ta zone de confort. Moi ce livre là m'a complètement sorti de ma zone de confort, j'étais dérangée du début à la fin mais en même temps ça m'a tenue et ça a vraiment créé ce suspense assez fort et cette ambiance feutrée, huis clos et vraiment tu te sens toi-même menacé alors que non, tu es chez toi sur ton canapé avec ton plaid et ton chat qui ronronne. L'ambiance est anxiogène et vraiment je pense que le fait que ça se passe dans une maison et tout le temps au même endroit et qu'on te décrit de mieux en mieux la maison, que ça rentre vraiment dans les détails, c'était dérangeant. Vraiment le malaise, c'est ce livre. C'était morbide mais en même temps j'ai vraiment adoré. Vraiment l'autrice a réussi à mener son suspense du début à la fin, a réussi à te retourner le cerveau et j'ai toujours beaucoup de questions sur le personnage de Jérémy. Vraiment je ne peux pas le filtrer. Ça pue. Vous allez retrouver quand même pas mal de thèmes, mine de rien. La confiance qu'on peut mettre dans un couple, l'instinct maternel, l'impact des écrits, le fait qu'on peut se sentir coupable de penser ou de vivre certaines choses, les non-dits, les sous-entendus qui peuvent créer de situations qu'on n'aurait peut-être pas pensé, quoi. Et c'était juste trop cool de pouvoir suivre une antagoniste, vraiment, de découvrir une antagoniste. Ça m'a fait un petit peu le même effet que dans le préquel d'Hunger Games. J'avais juste envie de disséquer le cerveau de Verity et vraiment, je trouve ça trop bien de suivre une antagoniste, c'est une nouvelle révélation cette année. Si vous avez d'autres livres où il y a des antagonistes comme ça, mais je suis preneuse. Et je pense aussi que ça m'a fait vraiment un bien fou de ne pas avoir une héroïne genre qui vend du rêve, genre l'héroïne parfaite, mais elle le pense pas.
Parce qu'elle se remet en question. Ça faisait trop du bien d'avoir un personnage qui se dit bah je suis nulle et je vais te le prouver vraiment que je suis nulle quoi. Et évidemment ça me donne toujours envie de découvrir du Colleen Hoover, mais j'avoue que dans le côté thriller elle est vraiment pas mal. Hein. Nous poursuivons maintenant avec le très célèbre Le Pont des Tempêtes, qui est écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Ici, Lara a été élevée et éduquée pour être l'arme de son père. Il n'y a pas que elle, il y a aussi ses sœurs. Elles sont amenées à apporter la prospérité à leur royaume, qui est le royaume de Maridrina. En fait, elles vont être envoyées, donc Lara et ses sœurs, dans un désert où elles vont être enfermées et éduquées, si on peut dire, pour être les plus cruelles possibles et que ce soit des techniques de défense, des techniques d'attaque, de manipulation, vraiment tout va y passer. En lavage de cerveau assez puissant. Et ce qui est prévu, c'est que l'une d'entre elles devienne la future épouse du royaume d'Itikana. Donc le stratagème, c'est un peu comme un cheval de Troie, c'est d'intégrer le royaume d'Itikana pour mieux pouvoir le pulvériser de l'intérieur. Lara va décider via un stratagème de devenir l'épouse du roi d'Itikana, donc que son père la choisisse, et donc pour protéger ses sœurs, donc elle va faire un petit stratagème, mais ça je vous laisse découvrir. J'étais en mode mon dieu, ça pue hein. Donc hop en direction du petit roi d'Itikana qui s'appelle Aren. Hop célébration du mariage. Et hop elle va se rendre compte progressivement qu'elle a eu un certain lavage de cerveau. Lara est une bombe à retardement elle-même. Elle a déjà lancé le tic-tac. Donc Itikana serre bien les fesses hein. J'ai tellement aimé. Ça m'a vraiment rappelé la sensation que j'avais dans la série The Winers de Marie Rutkowski et dans Rêve de glace, parce que vraiment t'es dans une ambiance médiévale, fantasy. T'as un décor juste incroyable, vraiment c'était juste trop bien. Ce fameux pont, il est comme mystique. Alors pourtant on te décrit quelque chose qui n'est pas mystique, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce que en fait ce pont c'est le seul pont commercial que Itikana donc possède et qui permet aux autres royaumes de pouvoir s'alimenter, aller pouvoir chercher des armes, etc. Donc comment te dire que la taxe qu'Itikana se prend, c'est pas mal. Ça reste quand même un premier tome introductif, mais c'était pas pour me déplaire très franchement, parce qu'on a pris le temps de nous expliquer comment ça se passait Itikana, comment c'était pour Maridrina, et encore je pense qu'il y a pas mal de questions encore où on peut nous répondre pour la suite, qui sortira en octobre, j'ai très hâte. Et vraiment le personnage que j'ai adoré, je crois que c'est Aren, parce qu'il m'a surprise vraiment du début à la fin, j'ai adoré ce personnage. Et on va suivre en fait de manière alternée Lara puis Aren. Bon des fois c'est 2 fois Lara ou 2 fois Aren, mais vraiment les chapitres où il y avait Aren, j'étais trop contente. J'ai adoré aussi la réflexion personnelle que les deux ont. J'avais mis un petit code couleur en place et il y a vraiment tellement de moments où il m'a fait rire et c'était juste trop bien parce que t'as quand même une ambiance pas ouf où tu sens que tout le monde est un peu en mode sur qui je peux avoir confiance, il faut vraiment tout scruter parce qu'à tous les coups on peut avoir un piège, etc. Ils sont quand même tous sur la défensive et en même temps je comprends pourquoi, mais il y avait quand même des touches d'humour et des moments où tu sentais qu'il y avait de l'amitié entre certains personnages. Et puis c'est bien parce qu'on n'avait pas que Lara et Aren, on avait aussi d'autres personnages genre la grand-mère. Je l'adore. Pour des fois, faut y aller doucement mamie, hein, mais c'est très marrante. Et puis en même temps, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il y avait quand même une question qui n'était pas forcément dans le résumé, mais qui m'est venue. C'était plutôt que quel peuple est-il réellement emprisonné de sa propre condition? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais chaque royaume a son climat, son environnement, que ce soit politique, culturel, etc. Et il y a des contraintes qui s'y apportent à ça. Chacun revendique d'être un peuple genre libre et aimant, etc. Enfin le gouvernement plutôt de ces peuples. Et puis on se rend compte au fur et à mesure que tout n'est pas forcément vrai et qu'il y a des points de divergence où il y a aussi une manière de jouer sur les mots et de pouvoir cacher les choses aux yeux de tous. Et le royaume d'Itikana est juste magnifique. Je pense surtout à... Ouais, c'est vers la fin du livre où on découvre une partie d'Itikana que vraiment j'ai adoré. J'avais juste des petites paillettes dans les yeux, c'était trop bien. Et je vous avoue que j'ai un peu les nerfs de devoir attendre à lire la suite. Je sais que beaucoup de monde l'ont vu passer, pour moi c'est un livre assez dynamique. J'ai vu que certaines personnes l'ont trouvé long, je l'ai absolument pas ressenti, je l'ai lu extrêmement vite. Et puis j'avais pas ce truc de me dire faut que je lise la fin. Vraiment c'était genre je veux savoir la fin. Et il y avait un petit peu aussi un côté que j'avais ressenti dans Par le feu, c'est de... il est pas tout dans ma bibliothèque, de Will Hill, c'est que il y a ce côté un peu fanatisme jusqu'à où l'homme peut arriver à manipuler les autres. Et il y a encore un petit peu ce truc psychologique qui se met en place et j'adore décortiquer ça. Vraiment un très gros coup de cœur et je suis trop contente parce que cette année vraiment j'ai pas mal de coups de cœur. Là déjà il y a 2 coups de cœur dans ce point lecture, c'est plutôt bien. Puis il y a un cliffhanger aussi à la fin qui du coup m'a donné les nerfs. On passe maintenant au dernier roman de ce point lecture, il s'agit de Guild de Raven Kennedy, donc c'est le premier
premier tome de la saga d'Oren, qui a été publié aux éditions Hugo dans leur nouvelle collection Romantasy. Beaucoup de choses à dire. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, j'avais lancé une lecture commune sur ce livre, un petit peu en mode en freestyle. Là, ces derniers temps, je lance des lectures communes vraiment au dernier moment. Et j'avais oublié que c'est de la Romantasy. Donc il y a des moments explicites. Vous avez compris. J'espère, hein, parce que... J'essaye de vous faire des signes de tête, mais est-ce que vous comprenez? Alors du coup, ici, nous sommes dans le royaume de Heibel, hein, avec un accent allemand là. C'est un château qui a été construit au cœur des montagnes et qui est fait d'or par nul autre que le roi Midas, puisque c'est une personnalité, il fait partie de la mythologie grecque et tout ce qu'il touche se transforme en or. Et un jour, il va sauver une enfant qui s'appelle Oren et il va la retenir captive quelque part, hein. Enfin, elle prend ça pour une protection et une sécurité, donc il va l'amener dans son royaume, la choyer dans sa petite prison dorée. D'ailleurs, je crois que j'ai dit enfant, mais je crois qu'elle avait 15 ans quand elle a été secourue. Ça a craqué. Et nous, on arrive 10 ans plus tard, donc elle a 25 ans, où elles se sont choyées, aimées par Midas, et elle a une affection assez particulière. Un petit syndrome de Stockholm, n'est-ce pas? Elle voue un amour vraiment sans limite, et c'est un petit peu grisant, parfois, très souvent même. Je vous jure, quand il y avait des passages où elle disait « Mon roi, tais-toi, tu me saoules !» Puis en plus, Midas, je ne l'aime pas du tout. Le seul personnage que j'aimais, bah voilà, j'ai encore misé sur le mauvais cheval. Une guerre va éclater, sinon on s'ennuierait, et Midas va surprendre Oren, pas d'une manière très positive, puisqu'il va se servir d'Oren pour avoir ce qu'il veut, tout simplement, et sortir ses petites miches de là. Donc Oren choquait, mon roi, qu'as-tu fait? Ton roi est dégueulasse, ma grande, vraiment. Et donc la question qu'on nous pose à la fin du résumé, c'est et si tout ce qu'elle pensait sur Midas s'avérait faux? Oui, Oren. C'est pas une question, c'est une question... Enfin si, c'est une question rhétorique, quoi. La narration dans ce livre se fait uniquement du point de vue d'Oren. Au début, je pensais que ça allait me déranger, puis finalement pas, puisque donc Oren vit là-bas dans ce royaume depuis 10 ans, dans ce château, et elle est quand même très observatrice. En fait, elle n'a pas non plus le droit de faire tout ce qu'elle veut. Elle reste très en retrait, elle analyse beaucoup de choses, même si au début, quand elle va observer certaines choses, on n'a pas l'impression qu'elle a une très grande réflexion. Au fur et à mesure, on va voir que, en fait, même elle peut retenir des choses et les redévelopper un peu plus tard. Et ça, c'était vachement agréable. Et du coup, ça donnait ce sentiment d'être un petit peu moins focus uniquement que sur elle. Notamment, on va apprendre beaucoup de choses sur des personnes qui peuvent rendre visite à Midas, et donc au fur et à mesure, ça va nous servir dans l'intrigue. J'avoue que la première partie du roman, faut la passer, hein, faut attendre. Et la deuxième partie... Mais fallait me pondre ça dès le début. Après, ça reste quand même un premier tome qui est aussi, comme le précédent, introductif, mais vachement plus quand même que le Pont des Tempêtes, hein, vraiment. Je préfère la manière dont ça a été introduit dans le Pont des Tempêtes parce qu'il y a un peu plus d'action, c'est un peu plus mieux mené que celui-ci. Vraiment, la première partie, la deuxième partie, c'est vraiment le jour et la nuit. En termes de dynamisme ou de... Ouais, je sais pas, en termes d'avancée dans l'intrigue, c'est vraiment, mais t'as l'impression qu'on t'a pas passé la seconde, on est directement parti en 5ème, hein. Puisqu'en fait, sans vous spoiler, au bout d'un moment, Oren va... être forcée ou amenée à partir de ce château et donc voir autre chose, et vraiment c'était tellement bien de pouvoir voir que enfin elle commençait à s'ouvrir et à se développer, parce que t'avais l'impression qu'il n'y avait aucune évolution dans le livre, et à la fin elle commençait enfin à se développer et on commençait un petit peu plus à avoir d'autres points de vue de personnages, enfin du moins à plus creuser, en plus des analyses qu'on avait pu avoir avant, mais où il y avait un intéressement un peu plus particulier que juste sur Midas ou sur sa personne. Et puis ça donne aussi lieu à une nouvelle découverte que de ce château, quoi. Et cette découverte sur ce monde inconnu, ça donne tellement envie de lire la suite, et je pense que c'est l'unique raison qui fait que je vais lire la suite, c'est vraiment la fin était juste géniale. À la sortie du tome 2 d'ailleurs, je vais lancer une nouvelle lecture commune pour qu'on puisse lire la suite tous ensemble, parce que je crois qu'ils ont prévu de publier quasiment toute la série, je pense, cette année. Donc carrément l'occasion qu'on la lise ensemble. Ça reste aussi un livre assez dynamique où les chapitres sont assez courts. Le Pont des Tempêtes, les chapitres ne sont pas courts par contre, hein, par rapport à Guild, mais c'est pas non plus extrêmement long, mais ils ne sont pas courts. Ici, les chapitres, je trouve qu'ils sont assez courts et il y a quand même pas mal de dialogue, et même si on a quand même beaucoup de descriptions, que ce soit sur le château ou sur ce nouveau monde qu'on va découvrir, ça reste quand même on perd pas son temps. Puis il y a toujours une intrigue sur le personnage d'Oren, je sais pas si c'est dit dans le résumé, donc j'aurais un peu peur de le dire sans spoiler, quoi, mais en tout cas il faut retenir que forcément Oren, s'il la retient captive et si on suit
ensuite elle va découvrir autre chose et qu'elle n'a pas vraiment envie, c'est que quelque part Oren a des facultés ou du moins est quelque chose qui intéresse les autres royaumes et les autres personnes. Même moi j'ai pas réussi à déterminer encore vraiment ce que c'est, genre on nous raconte des choses mais c'est pas hyper encore concret et je pense qu'on va découvrir ça au fur et à mesure et du coup ça donne envie de découvrir encore plus sur Oren et sur ce monde qu'on ne connaît encore que très peu. Mais en tout cas c'était le dernier livre de ce point lecture, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter si vous avez lu l'un de ces livres, est-ce que vous avez lu ce mois-ci. En tout cas c'est tout pour moi, je vous souhaite de belles lectures et nous on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!